maximum sur une semaine, sur 2 semaines. Mais c'est tellement instructif. Je vais vous raconter une de nos autres missions de terrain pour vous montrer le type de choses qu'on fait. Mais là, d'abord, on va parler des instruments de labo haute fidélité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on fait en laboratoire. Et en fait, on a différents types d'instruments sur lesquels on travaille en laboratoire. On travaille pas, les échantillons qu'on obtient de Mars, finalement, ou d'ailleurs, donc là en l'occurrence pour SAM sur Mars, c'est pas tous les jours qu'on en obtient. Alors qu'en laboratoire, on peut faire des manips tous les jours. Qu'est-ce qu'on a comme type d'instrument de laboratoire haute fidélité? On a d'abord ce qu'on appelle la plus haute fidélité, on appelle ça le testbed. Donc le testbed, c'est SAM bis. Donc c'est l'instrument qui a été construit en tant que spare. C'est l'instrument, quand on construit un instrument qu'on envoie dans l'espace, on ne le construit jamais en un seul exemplaire, on le construit en plusieurs exemplaires. Il y a un spare, au cas où le modèle de vol il a un problème au tout dernier moment, on va le remplacer par le modèle de rechange. Après, il y a les modèles de test ingénieurs, il y a des modèles de test électronique. Donc, on a plein de modèles qui sont construits. C'est pour ça aussi que ça coûte cher de construire des instruments spatiaux. Il n'y en a pas un seul qui est construit, il y en a plusieurs. Et donc, le modèle de rechange, une fois que le modèle de vol est parti, on l'utilise pour faire des tests haute fidélité. Là, en l'occurrence, il se retrouve dans une chambre, qu'on appelle une chambre martienne, parce que dans cette chambre, on a les conditions de température et de pression qu'on a sur Mars. C'est-à-dire 7 millibars, du CO2, etc., très peu d'oxygène, voire pas du tout. Donc on se retrouve vraiment avec un instrument qui est le même qu'il est sur Mars, dans les conditions les mêmes qu'il est sur Mars. On peut faire pas mal de tests, et notamment, à chaque fois qu'on a une nouvelle expérience, avant de l'envoyer sur Mars, on la teste sur le testbed pour être sûr que ça ne va pas faire planter le rover. On fait de plus en plus de science d'ailleurs. C'est vraiment un modèle d'ingénieur sur lequel on fait de plus en plus de science. Donc c'est vraiment super intéressant. Ensuite, il y a les modèles qui sont des sous-parties de ça. Au Latmos, on a la réplique, c'est une des répliques électroniques ou ingénieurs, de la partie chromatographie. Puisque c'est celle qui a été faite en France, on est responsable de cette partie, on fait des tests là-dessus. Donc elle est couplée avec un spectromètre de masse de laboratoire, pas avec le spectromètre de masse de SAM, mais tous les tests sur les colonnes chromatographiques et tout ça, on les fait sur ce modèle. Ensuite, encore moins reproductible, mais toujours très intéressant pour d'autres raisons, ce sont les breadboards, où en fait, ça c'est celui que j'avais monté à la NASA, où j'avais représenté finalement toutes les sous-parties de SAM avec des choses qui ressemblent. Donc j'avais pris un four SAM, les lignes, c'est pas du tout les lignes SAM, mais par contre, elles ont le même matériau que SAM, elles ont la même longueur que SAM, elles ont la même température que SAM. Donc on essaye d'être le plus proche possible, même si on sait finalement qu'on n'est pas dans les conditions exactes telles qu'on est dans le testbed. Sachant aussi que plus on va vers la haute fidélité, donc du breadboard au testbed instrumental, au testbed complet, plus c'est difficile de faire des expériences. Une expérience sur le testbed, ça dure 2 jours presque. Alors qu'une expérience là-dessus, ça va durer 1 heure, 2 heures. Et donc encore moins haute fidélité, on a les instruments de laboratoire, ceux qu'on achète. Donc là, c'est un GC-MS de laboratoire. Ici, c'est la partie GC, donc pas du tout miniaturisée, comme ça peut être sur ça. On a la partie GC, la partie MS, de très bonne résolution, beaucoup plus que ça, etc. Mais ça nous permet de faire le travail de tous les jours en laboratoire. Et notamment, ce fameux travail de recherche de précurseurs dont je vous parlais. On avait le chlorobenzène qu'on avait découvert sur Mars. On pense que la combinaison du chlore et du carbone s'est faite dans nos fours. Donc on a recherché des potentiels précurseurs à cette molécule. On en a testé plusieurs, donc des noyaux aromatiques avec différents groupements acide carboxylique ou même alcool, qui n'est pas présenté ici avec l'alcool. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement il fallait des groupements réactifs pour pouvoir former du chlore en présence de perchlorate et dans les conditions de chauffage de SAM. Donc en fait, on a mélangé ces molécules avec du perchlorate, on a chauffé à la même température que SAM et on obtient chlorobenzène, dichlorobenzène, trichlorobenzène. C'est suite à ces résultats qu'on nous a dit après, oui, mais là vous voyez du dichlorobenzène, pourquoi vous ne voyez pas sur Mars, puis qu'après on est allé le rechercher dans les résultats et qu'on l'a finalement trouvé, c'est avec ces expériences. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que selon un papier de Benner en 2000, cette molécule, l'acide mélutique, en fait, c'est une molécule métastable qui serait le produit final de la dégradation de molécules biologiques. Donc ça reste intéressant. C'est un précurseur potentiel de ces molécules.
Alors, ces molécules, on les utilise non seulement pures pour essayer de faire nos expériences, mais après on les mélange à des sols. On les mélange à des sols qui sont des sols analogues et on fait des expériences pour savoir, par exemple, cet acide mélitique, pur ou mélangé à un sol, si je le soumets au rayonnement UV de Mars, au rayonnement cosmique de Mars, ou à la température de Mars, ou tout ensemble, etc., est-ce qu'il va résister? Parce que finalement, s'il ne résiste pas, il n'aura jamais pu résister 4 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc on regarde les stabilités. Tout ça, on utilise des expériences qui sont disponibles dans les instituts franciliens, soit au LACMOS, soit dans d'autres laboratoires, soit le synchrotron Soleil sur le plateau de Saclay. Et donc, on les étudie non seulement seuls, mais on les utilise dans des analogues. Et ces analogues, c'est très important, et c'est une des raisons pour lesquelles on fait les études de terrain également. Et là, je vous présente quelques analogues de Mars. Et vous verrez qu'un analogue, on n'a pas Mars. Mars, dans le labo, on ne l'a pas. On est obligé de prendre des caractéristiques de Mars et de trouver des sols sur Terre qui vont avoir ces caractéristiques. Alors, c'est impossible de trouver un sol qui réunit toutes les caractéristiques de Mars. Alors, on va prendre un sol du désert d'Atacama au Chili. Celui-là, ses caractéristiques martiennes, c'est qu'il est très aride, très pauvre en matière organique et en vie. C'est un des sols les plus pauvres en vie qu'on connaît sur Terre, finalement. Et qu'il a des oxydants. Donc, ces fameux oxydants qui rendent Mars rouge, et qui rendent ce sol rouge également, ce sont les oxydants. Donc, il a ça, mais bon, il y a plein d'autres caractéristiques qui ne sont pas du tout comme Mars. C'est pas du tout la minéralogie martienne, ni rien. Le JSC Mars One, c'est un peu un standard martien, qui, minéralogiquement, celui-là, il est très proche de Mars. Par contre, il est plein de vie. Donc là, c'est pas un peu différent de Mars. Vous voyez, encore une fois, il est un petit peu rougeâtre. Et donc, on fait plein d'expériences. Là, je ne vais pas tout détailler les résultats, parce que vous montrer qu'on fait vraiment quelque chose dessus. Et donc, on utilise ces différents analogues pour différents buts. Et quand on est en manque d'analogues, on va fabriquer notre propre analogue. Là, par exemple, c'est un travail que j'ai effectué où on a pris, vous vous souvenez du diagramme où on a les différentes minéralogies du sol de Cumberland? J'ai pris ce diagramme et j'ai récupéré tous les minéraux qu'on a pu trouver sur Terre qui ressemblent à ceux qu'on a analysés sur Mars et je les ai mélangés dans les mêmes proportions. Donc, vous voyez, il y a une quinzaine de différents minéraux qui sont ensuite mélangés. Et ensuite, je vais rajouter du perchlorate, je vais rajouter plein de choses, je vais passer dans le testbed de SAM, etc. pour voir si on obtient les mêmes résultats que sur Mars, pour confirmer que ce qu'on a trouvé, c'est réel. Donc l'analogue, c'est vraiment essentiel. Alors souvent, c'est des endroits vraiment sympathiques, mais des fois, en fait, on va juste... là, c'est quand je faisais ma thèse à l'école centrale, il y avait le parc de Sceaux en face, donc là, c'est le château du parc de Sceaux. En fait, j'allais ramasser de la terre en bas au niveau des fleurs, parce que il y avait beaucoup de vie au niveau des fleurs. Donc là, c'est plus du tout au niveau analogue, mais c'est un sol. Et c'est un sol avec un témoin positif, on sait qu'il y a quelque chose. Si on ne trouve pas, avec nos méthodes là-dedans, si on ne trouve pas de molécules, c'est-à-dire qu'on n'en trouvera pas sur Mars. Et donc, je vais juste passer assez rapidement là-dessus, parce que c'est sympa, mais je voudrais parler après bien de Titan. Donc en fait, c'est une expérience qu'on avait fait au Svalbard, qui est dans le cercle arctique, où on avait, sur un bateau, amené tous les instruments de Curiosity et d'ExoMars, une mission qui part en 2020, et on analysait des sols complètement inconnus, et en 2 jours, on devait dire en gros s'il y avait de la vie sur ces sols ou pas, avec les mêmes instruments que ceux qui se trouvent sur les missions martiennes. Donc on avait un bateau pour aller récolter nos échantillons, on les ramenait sur notre bateau mère où on avait tous nos instruments. Et là, c'est un des analogues finalement qu'on avait réussi à trouver, où ici il y avait toute une partie biologique et on voyait des types de minéraux très différents entre le haut et le bas de cet échantillon. Donc on allait collecter les échantillons, on les récoltait dans des petits tubes, on les ramenait au bateau. Sur le bateau, là c'est mon GCMS que j'avais installé, donc c'est complètement différent du laboratoire. Il faut déjà penser qu'il faut attacher tout. Parce qu'il y a des vagues sur le bateau, et avec des cordes qui pendent, en fait c'est des cordes qui scellent bien mon spectre de masse au sol, sinon il y a tout qui tombe, donc vraiment, tous les systèmes de sécurité, donc là c'était le four, en général c'est sous une hotte, bon voilà, c'était un petit peu au milieu de nulle part, et il y avait les gaz qui se retrouvaient juste derrière, on devait tirer des lignes super longues, parce qu'on n'avait quand même pas le droit de mettre les gaz à l'intérieur, etc. Mais bon, c'est super intéressant.
Là, on avait un breadboard, donc c'est le chromato de MoMA GCMS qui est pour ExoMars 2020, le vrai. Et je l'avais couplé avec un spectromètre de masse de laboratoire, et on avait obtenu des résultats relativement intéressants. Et notamment sur 3 sols différents. Donc là, c'est le blanc. Oups. C'était. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. On a retrouvé. Donc le blanc, on voit quand même qu'il y a des pics, c'est normal. Et ici, c'est une distribution de molécules qui correspond à un sol où il y a eu de la vie, mais il n'y en a plus aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les molécules qui sont fragiles, on ne les retrouve plus. Par contre, il y a plein de molécules qui correspondent à des molécules de vie dans des distributions de vie qui sont présentes. C'est-à-dire que c'est un sol où il y a eu de la vie, mais il n'y en a plus. Et ce sol-là, c'est la distribution moléculaire, elle montre qu'il y a de la vie sur cette distribution. On voit notamment ces fameux C12, C14, C16, donc les fameuses répétitions de paires de carbone. Il y a des acides aminés, il y a de l'acide phosphorique qui serait de la dégradation de l'ADN, et il y a plein de choses en fait qui nous disent que c'est de la vie. Donc vous voyez qu'avec un instrument qui va partir sur Mars en 2020, qui va chercher la vie, on est capable de dire sur un sol complètement inconnu au Svalbard, de dire voilà, cet échantillon, il y a eu de la vie mais il n'y en a plus, cet échantillon, il y a de la vie, etc. Donc c'est plutôt prometteur. Et c'est quand même assez sympa, à chaque fois on fait des photos Men in Black pour montrer qu'on travaille. Et on a vu un centre de sauvetage, il y avait un bateau, les Hooverboat, qui était parti sur les couches de glace et ils ne pensaient pas consommer autant de carburant. En fait, ils n'arrivaient plus à rentrer. Donc en fait, vu que notre bateau était un brise-glace, on est parti leur donner du carburant. Donc on est allé faire brise-glace à 80 degrés nord. C'était très très sympa. Donc on va s'éloigner un petit peu plus de Mars maintenant. Et on va aller au niveau de Jupiter. Alors Jupiter, non, en fait, c'est une géante gazeuse, ça ne nous intéresse pas pour l'exobiologie, il n'y a pas de vie. Par contre, les satellites de Jupiter nous intéressent énormément. Et notamment 4 satellites, Callisto, Io, Ganymède, et surtout, Europe. Ici, c'est juste une image pour montrer, c'est assez impressionnant de voir les ombres des satellites sur Jupiter, avec les satellites, c'est juste parce que c'est joli. Et Europe, alors pourquoi Europe nous intéresse autant? Europe, c'est ce qu'on appelle un monde océan, ou un satellite glacé. C'est-à-dire c'est une couche de glace qui fait 5 à 10 km d'épaisseur sur toute la planète. Et en dessous, il y a un océan d'eau liquide salée qui fait peut-être une centaine de kilomètres d'épaisseur. Europe et la Terre à l'échelle, et l'eau sur Europe et l'eau sur la Terre à l'échelle. Si on enlève toute l'eau des océans de la Terre, c'est très superficiel, il y en a pas beaucoup. Si on enlève toute l'eau de l'océan d'Europe, vu que la planète c'est un océan, et bien finalement, il y a plus d'eau en quantité absolue sur Europe que sur la Terre. D'eau liquide, hein. C'est ça qui est intéressant. Et non seulement il y a de l'eau, mais il y a beaucoup de sel en surface. Toutes ces zones rouges que vous voyez là, c'est des photos de surface, vraiment des vraies photos, avec une bonne résolution. On voit des zones rouges, tout ça sont des sels. On s'imagine que s'il y a des sels en surface, l'océan est probablement salé à l'intérieur, et extrêmement salé en fait. Il y a d'autres mesures qui ont été faites pour montrer que cet océan était salé. Et je vous ai dit que la couche de glace, elle fait 5 à 10 km d'épaisseur. C'est un peu beaucoup pour aller creuser, pour aller voir l'océan. Mais on a de la chance, c'est que l'océan se répand dans l'atmosphère. Alors pas dans l'atmosphère parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, mais en extérieur. Il y a voilà, c'est jet, c'est geyser, c'est plumes en anglais, ou c'est panache. J'ai jamais trouvé une traduction qui existait vraiment. Apparemment, panache, c'est la meilleure. Et ces panaches, en fait, d'eau qu'on peut voir, ça permet à l'océan du sous-sol de se répandre à l'extérieur. Ce qui permet, pour faire une analyse de l'océan, non plus d'aller creuser, mais d'aller choper ces panaches pendant qu'ils sont en train d'être éjectés. C'est une mission, une mission qui va partir en 2024, qui s'appelle Clipper. C'est une mission qui a pour but d'étudier l'habitabilité d'Europe. Comme je vous ai dit, avant d'aller chercher la vie, on va chercher l'habitabilité, le contexte. Clipper, elle a aucun instrument qui va permettre de trouver la vie dans les panaches.
Par contre, elle a plein d'instruments qui vont permettre de comprendre l'habitabilité d'Europe. Et c'est une mission préliminaire à une mission pour aller rechercher de la vie. Bon, en l'occurrence, on devait avoir un instrument qui recherchait de la vie dessus, et il a été descopé au dernier moment. Après, la NASA s'est dit, ah mince, on ne peut plus aller rechercher la vie, donc on va faire une autre mission pour aller vraiment rechercher la vie. Ça a été un petit peu complexe, ça allait un peu toujours, c'est-à-dire que la NASA veut faire un atterrisseur sur Europe. Une fois qu'on aura plus de détails sur l'habitabilité, sur la surface d'Europe, parce que bon, on sait qu'il y a de la glace, on a de la bonne résolution, mais on n'a pas une résolution au mètre. C'est-à-dire, est-ce que c'est des pics sur lesquels c'est impossible d'atterrir, ou alors est-ce que c'est une surface relativement plane, comme c'est ce dessin d'artiste. Donc, en début d'année dernière, on était censé avoir de l'argent pour faire une mission Europa-Lander. C'était de l'argent qui avait été promis par un sénateur, qui malheureusement, à l'élection de mi-mandat, est tourné du côté républicain. Donc c'était un sénateur démocrate qui, une fois que le sénateur républicain est passé après l'élection de mi-mandat, on a perdu l'argent qu'il nous avait promis pour Europa-Lander. Mais ça a été uniquement repoussé, on va dire, on espère. Donc Europa-Lander, c'est vraiment pour aller rechercher de la vie. Cette fois, il n'y a plus de discussion possible, hein, on va rechercher de la vie passée ou même présente. Enfin, et même présente. C'est des instruments très différents qui vont permettre d'aller chercher la vie passée ou d'aller chercher la vie présente. Et là, on va chercher les deux. Donc, au lieu de faire un appel d'offres pour Europa-Lander, la NASA a décidé de faire un programme qui s'appelle Instrument Concept for Europa-Lander ici, qui a un financement sur 2 ans, et on espère que dans 2 ans, il y aura le financement pour Europa-Lander. Donc, en gros, on est en train de préparer un instrument avec les Américains qui s'appelle Emily. Le principal investigateur, donc le responsable, est américain, c'est nos collègues du Goddard, dans le Maryland. Et donc, dans 2 ans, normalement, on aura un instrument qui sera prêt à être proposé s'il y a un appel d'offres pour faire le Europa-Lander. Donc, on attend un petit peu ça. Et donc, de la même façon que sur Mars, et ben sur Europe, on va chercher des analogues pour faire des expériences sur Terre. Quand on va faire de la chimie sur Europe, on est obligé d'abord de comprendre comment cette chimie se fait sur les environnements similaires, et pour pouvoir designer les bons instruments et pas avoir d'interférences, etc. Le lac d'Europe est extrêmement salé, et on connaît 2 lacs extrêmement salés sur Terre, avec des sels similaires à ceux de l'océan supposé d'Europe. C'est le lac Mono en Californie et le lac Tires en Espagne. Donc là, nous, on a des échantillons. Forcément, c'est en Californie, on a des collègues en Californie, donc ils vont envoyer des échantillons. Et je viens d'obtenir un financement pour aller récolter des échantillons à lac Tires. Donc normalement, dans quelques mois, je vais aller récolter ces échantillons, passer ces échantillons dans les expériences qu'on prévoit de lancer sur Europe pour rechercher de la vie et voir si ça marche. S'il y a de la vie et des sels, est-ce que ça ne va pas interférer? Et donc c'est toutes les études d'analogues, les mêmes qu'on fait sur Mars, mais bon, avec des environnements très différents. Un autre analogue d'Europe sur Terre, c'est les lacs sous-glaciaires, comme le lac Vostok en Antarctique. Donc là, ce ne sont pas des lacs salés, mais ce sont des lacs qui ont évolué complètement indépendamment de la surface. Et là, on va finir un petit peu plus loin, encore dans le système solaire. Ouais, ok, super. Au niveau de Saturne, et Saturne, comme Jupiter, la planète en elle-même, on s'en fiche un petit peu, c'est une géante gazeuse. On s'en fiche pas du tout à plein de niveaux, mais moi, au niveau de sociologique, ça ne m'intéresse pas pour mes expériences. Et par contre, Saturne, c'est comme Jupiter, elle a plein de satellites. On a une 60aine, on en a qui sont découvertes régulièrement. Il y a notamment le plus gros satellite du système solaire, le Titan, qui est un satellite de Saturne. Et donc un autre satellite d'intérêt, c'est Encelade. Encelade, en fait, c'est un peu la Europe de Saturne. C'est la même chose, c'est une couche de glace, un monde d'océan. C'est une couche de glace, un océan, et puis plein de geysers. Encore plus de geysers d'ailleurs que sur Europe. Vous voyez là, c'est une photo des geysers d'Encelade. Donc c'est vraiment énorme. Là, c'est une représentation d'artiste pour montrer la couche de glace, l'océan qui est en contact avec la couche rocheuse. Donc ça, c'est important pour l'apparition éventuelle d'une forme de vie. Et donc cet océan qui se répand en surface par les geysers. Et au niveau du pôle sud, c'est uniquement au niveau du pôle sud d'Europe, d'Encelade, pardon, on voit ces 4 qu'on appelle des Tiger Strikes, comme une crible de tigre comme ça, comme tous les noms, c'est Damas,
C'est que des pays en guerre en fait. L'Irak, la Syrie. Et donc c'est de ces 4 stripes que s'échappent les geysers. Il y a tellement d'eau qui s'échappe de ces geysers qu'en fait ça crée un anneau de Saturne. Si je regarde sur l'image d'avant, vous voyez cet anneau de Saturne, c'est l'anneau E, c'est uniquement les rejets d'eau d'Encelade. Donc ça c'est l'orbite d'Encelade et c'est uniquement les rejets des geysers d'Encelade. C'est là on le voit également, sur Encelade, Ostroga et l'anneau. Donc l'anneau est créé par les rejets d'Encelade. Ça montre qu'il y a quand même énormément de geysers. Mais là où on va finir, c'est sur Titan. Titan, c'est le plus gros satellite de Saturne et le plus gros satellite du système solaire. Il a plein d'intérêts, Titan. Pourquoi on est si intéressé par Titan? D'une part, il y a une chimie organique extrêmement complexe sur Titan. On sait qu'il y a plein de molécules. Là, c'est pas comme sur Mars où on va aller chercher pour savoir s'il y en a. Là, on sait qu'il y en a plein, mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau de complexité ils ont réussi à atteindre. Et on sait que la chimie se fait en atmosphère et qu'elle va condenser jusqu'à la surface. On sait également que Titan, elle a un cycle qui ressemble au cycle de l'eau sur Terre. C'est-à-dire il y a des lacs, il y a de l'évaporation, il y a des pluies, il y a des rivières, il y a des marées sur les lacs, etc. Sauf que les lacs, ce n'est pas des lacs d'eau liquide, ce sont des lacs de méthane et d'éthane liquide, donc des hydrocarbures liquides. Mais il y a quand même ces solvants liquides. Et enfin, Titan, c'est également un monde océan. Si on regarde la coupe de Titan, il y a un lac d'eau liquide, probablement avec de l'ammoniac. Seulement, il se retrouve coincé entre 2 couches de glace. Il a une couche de glace au-dessus et une couche de glace en dessous. Donc il est un petit peu moins intéressant que les océans d'Europe et d'Encelade. Il est quand même super intéressant, surtout dans le sens où il y a 3 milliards d'années, cet océan, la couche de glace supérieure était très fine et permettait des échanges entre l'océan et la surface. En surface, on sait qu'il y a plein de molécules organiques. L'océan, c'est de l'eau liquide. Ça ressemble un petit peu au système terrestre, finalement. Donc jusqu'où la chimie a-t-elle pu évoluer? Finalement, Titan, c'est un laboratoire à ciel ouvert. C'est un laboratoire chimique avec des conditions extrêmes. Et on va pouvoir aller investiguer la chimie primitive et voir s'il y a des biosignatures à cet endroit, puisque Titan, finalement, réunit toutes les caractéristiques de l'habitabilité, de l'énergie, la présence de solvants, avec de l'eau ou du méthane, la présence de carbone, etc. et d'énergie. Titan, on sait que la matière, elle va être condensée en surface et qu'il va y en avoir plein. Seulement, vu d'orbite, on ne peut pas aller regarder cette matière condensée, donc ces molécules qui évoluent jusqu'à des molécules peut-être très complexes, jusqu'en surface, on ne peut pas aller l'analyser en orbite. Par contre, ce qu'on voit d'orbite, on voit plein de choses d'orbite, on voit qu'il y a plein de zones de différentes couleurs. Il y a des zones bleutées, des zones rouges, des zones plus foncées, des zones plus claires, qui sont à seulement quelques dizaines de kilomètres d'intervalle. Ce qui nous impose finalement d'aller échantillonner plein d'environnements différents, ce qui impose qu'on puisse se déplacer à la surface du Titan, et déjà qu'on atterrisse à la surface, ensuite qu'on puisse se déplacer pour aller échantillonner plein de zones différentes. Et c'est l'idée de Dragonfly, puisque Titan, finalement, en fait sur Titan, il y a une atmosphère qui est tellement dense que si on se met des ailes et qu'on bat, on s'envole. Donc c'est vraiment très facile. Petit schéma, il représente bien ça, un vol alors, qui est plus perturbé quand même sur Titan que sur Terre. Par contre, sur Mars, en fait, c'est impossible. Il faudrait avoir des ailes énormes et puis un corps tout petit pour pouvoir voler à la surface de Mars, parce qu'il y a tellement peu d'atmosphère. Mais Titan a une atmosphère extrêmement dense qui permet le vol. Alors le vol, autant plus léger que l'air que plus lourd que l'air. Plus léger que l'air, c'est les montgolfières par exemple. Ça marcherait super bien sur Titan. Plus lourd que l'air, ce sont des avions, ou bien des drones, éventuellement. Et donc, ça marcherait super bien aussi. D'autant plus que c'est pas uniquement l'atmosphère qui est 4 fois plus dense que celle de la Terre, mais c'est aussi la gravité qui est beaucoup plus faible que celle de la Terre, 7 fois plus faible que celle de la Terre. Donc en fait, c'est vraiment facile de voler avec des engins plus lourds que l'air sur Titan. Et c'est toutes ces caractéristiques qui ont été utilisées par Elizabeth Turtle de APL dans le Maryland pour designer un drone qui serait capable d'atterrir, de faire des expériences pour rechercher des traces de vie et de partir à plusieurs kilomètres de son premier lieu d'atterrissage. Et cette mission, c'est pas si farfelu parce qu'en fait elle a été présélectionnée. Elle a été présélectionnée en décembre 2017 parmi 12 missions dans le programme américain NASA qui s'appelle New Frontiers, qui sont des missions de moins de 850 millions de dollars. Donc c'est du moyen budget là-bas.
En France, 850 millions, c'est les plus grosses missions. Et en Europe, même. Et donc, elle a été présélectionnée parmi 12. La NASA, comment ils procèdent? Ils présélectionnent 2 missions parmi les 12. Et ces deux-là, ils vont dire, bon, on vous donne de l'argent pendant 1 an pour montrer que votre concept est faisable. Donc, ils vont nous donner nos forces et nos faiblesses. Il faut travailler sur les faiblesses de la proposal pour les rendre, pour les éliminer finalement. Et on a rendu en fait, donc on a eu 1 an de financement pour travailler sur ce concept. Et en décembre, donc il y a 1 mois, on a rendu le rapport final. Et maintenant, on attend juillet 2019 pour la sélection finale entre Dragonfly, donc le drone sur Titan, ou César. C'est un retour d'échantillons cométaires, notamment de la comète Churyumov-Gerasimenko, dont Jean-Pierre a parlé au tout début. Et mais bon, on aurait un retour d'échantillons en 2039. Donc bon, c'est... Bon, là, on est en 2034, on est arrivé sur Titan, mais bon, c'est quand même un petit peu plus excitant comme mission qu'un retour d'échantillons cométaire. Et donc voilà, on attend sélection finale, juillet 2019, donc vous pourrez regarder. Ce sera Dragonfly ou César, en croisant les doigts pour que ce soit Dragonfly, pour qu'on envoie ce drone sur Titan pour rechercher la vie sur Titan. On va atterrir dans des interdunes équatoriales. Au niveau de l'équateur, il y a des longues dunes de sable, et de sable organique notamment. Et entre ces dunes, il y a des zones qui sont relativement plates. Et en fait, on atterrirait à la même époque que Huygens a atterri, qui était la sonde européenne de Cassini-Huygens, et qui a atterri, qui est la seule sonde qui a réussi à atterrir sur Titan et à prendre des photos, qui a atterri il y a qui a atterri en 2004, c'était 29 ans avant 2034. Parce que la durée de l'année du Titan, c'est 29 ans, et quand on atterrira en 2034, ce sera exactement à la même période de l'année que Huygens. Ce qui nous donne beaucoup de confiance sur les perturbations atmosphériques, etc. On les connaît à cette époque de l'année sur Titan. Et on atterrit à peu près à la même latitude également, qui sera à peu près au niveau de l'équateur. Dragonfly a 2 années d'exploration nominale, sachant que la durée elle est très peu contrainte, c'est uniquement l'énergie, sachant que l'énergie c'est une pile nucléaire et qu'il y en a pour des années et des années. Donc en fait, l'exploration elle sera contrainte par l'argent finalement. Les premiers sites d'exploration envisagés, on arrive sur la fin, merci. Les premiers sites d'exploration envisagés vont être donc les dunes, les interdunes, également des cratères d'impact. Donc c'est des impacts de météorites qui ont pu faire fondre de l'eau pendant des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années, qui auraient pu permettre d'avoir de l'eau liquide à la surface. Donc ça c'est assez intéressant, ces cratères d'impact. En fait, on a jusqu'à 12 sites d'exploration possibles durant ces 2 années d'exploration, voire plus. 12 sites séparés de plusieurs dizaines de kilomètres chacun, ce qui veut dire qu'on pourra se déplacer des centaines de kilomètres à la surface de Titan avec Dragonfly. Les mesures scientifiques vont être faites principalement au sol. Il y aura quelques photos qui seront faites en vol, et notamment les repérages de sites. En fait, Dragonfly va atterrir à un endroit, va faire